soyons directs dès le départ. Parce que ce qui s'est produit aux premières heures de ce matin dans le golfe Persique exige de la franchise. Cela exige de l'honnêteté. Et cela exige le genre d'analyse que vous n'obtiendrez tout simplement pas des grands réseaux qui se trompent sur cette région depuis 2 décennies. Tout le monde parle du face-à-face, tout le monde reprend le même titre, 7 heures, des navires iraniens encerclant un porte-avions des États-Unis. Les images circulent déjà. Les déclarations officielles sont déjà en préparation et les commentaires dominants retournent déjà à leur scénario familier. Provocation iranienne, retenue américaine, tension dans le Golfe, reportage à 23H. Mais c'est pas la vraie histoire. Ce cadrage n'est pas seulement incomplet, il est exactement à l'envers. Ce qui s'est produit ce matin n'était pas une provocation. Ce qui s'est produit ce matin était un message. Et c'était un message livré avec une précision extraordinaire, à un moment extraordinaire, à un auditoire qui n'était pas d'abord l'équipage de ce porte-avions. L'auditoire se trouvait à Washington, à Bruxelles et à Beijing, et le message a été reçu qu'un seul présentateur occidental possède ou non le cadre analytique nécessaire pour le décoder. Commençons par la géographie, parce que dans le golfe Persique, la géographie est déterminante. Et sans comprendre la géographie, rien de ce qui suit n'aura de sens. Le golfe Persique mesure environ 990 km de long et, à son point le plus étroit, le détroit d'Ormuz, seulement 39 km de large. Pour mettre cela en perspective, le SS Dwight D. Eisenhower, un porte-avions de classe Nimitz, mesure 332 mètres de long. Le détroit d'Ormuz est si étroit que les grands navires doivent utiliser des voies de navigation désignées, et ces voies comprimant le trafic maritime dans des corridors prévisibles que toute force navale compétente peut surveiller, suivre et, au besoin, intercepter. C'est pas de la spéculation. C'est documenté dans des publications en source ouverte du United States Naval War College remontant à 2008. La géographie du détroit est, dans le langage clinique de la doctrine navale américaine, intrinsèquement désavantageuse pour la projection de puissance par grande plateforme. Ce que cette formule signifie en langage clair, c'est ceci: un super porte-avions dans le golfe Persique ne projette pas de la force. Il est assis dans une baignoire entouré d'adversaires qui connaissent chaque centimètre de cette baignoire et qui ont passé 40 ans à se préparer exactement à ce type de rencontre. Selon des reportages de The War Zone, confirmés par plusieurs analystes de la défense ayant accès à des évaluations du US Indo-Pacific Command, la marine du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, l'IRGCN, applique une doctrine officiellement décrite comme une défense mosaïque. Ce n'est pas une doctrine construite pour égaler la puissance de feu américaine. C'est une doctrine construite autour de l'essai-image, de la saturation et du déni d'accès. De petits navires rapides, des mouvements coordonnés, des vecteurs d'approche simultanés qui submergent le cycle décisionnel défensif d'un groupe aéronaval, l'IRGCN s'entraîne à ce scénario précis, l'encerclement de porte-avions, depuis au moins 2015. Ce qui s'est produit ce matin n'a pas été improvisé, cela avait été répété. Annonce numéro 1, l'encerclement n'était pas une patrouille. C'était une démonstration d'une capacité de déni pleinement opérationnelle et la marine des États-Unis n'a pas pu l'arrêter. Soyons précis au sujet de ce que les témoignages, les propres communications de l'IRGCN et les données régionales de suivi maritime montrent réellement. Aux premières heures du matin, à partir d'environ 4h15, heure locale, une formation de 17 à 22 embarcations d'attaque rapide de l'IRGCN a exécuté un encerclement coordonné du groupe aéronaval. Elle était appuyée par au moins 3 navires de patrouille côtière, ainsi que parce que des sources régionales de surveillance de la défense décrivent comme 2 sous-marins de classe Fateh opérant à profondeur périscopique. L'encerclement a été maintenu pendant 7 heures et 4 minutes. Les navires de l'IRGCN ont gardé des distances allant d'environ 300 mètres à 1000 nautiques du porte-avions lui-même. 300 mètres, pour donner un repère, c'est à peu près la longueur de 3 terrains de football américains. C'est à l'intérieur de l'enveloppe d'engagement de pratiquement tous les systèmes d'armes que transportent les embarcations d'attaque rapide de l'IRGCN, missiles antinavires, torpilles, lance-roquettes, si on en arrivait là. Le groupe aéronaval américain n'a pas ouvert le feu. Il n'a pas manœuvré pour briser l'encerclement.
Il a communiqué par radio de passerelle à passerelle, émis des avertissements maritimes standards et, selon 3 sources régionales distinctes citées par l'agence de presse Tasnim et recoupées avec les renseignements maritimes de Lloyd's List, il a attendu. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez attentivement à ce que cette attente signifie, parce que la marine des États-Unis dispose de règles d'engagement qui permettent l'usage de la force lorsqu'un navire est jugé comme présentant une intention hostile à l'intérieur d'une zone d'exclusion définie 7 heures, 17 à 22 navires, 300 mètres, et le groupe aéronaval n'a pas tiré. Defense Security Asia a rapporté que de hauts officiers navals américains à bord du groupe aéronaval ont communiqué avec le commandement de la 5e flotte à Bahreïn au moins 4 fois pendant le face à face pour obtenir des directives d'engagement mises à jour. 4 demandes de clarification en 7 heures vous disent tout sur la paralysie opérationnelle et politique que cet encerclement était précisément conçu pour provoquer. Voilà l'annonce numéro 1. L'encerclement n'a pas démontré l'imprudence iranienne, mais la maîtrise iranienne du seuil précis sous lequel les règles d'engagement américaines ne peuvent pas autoriser une réponse. Ils ont étudié la doctrine américaine, ils ont simulé ce scénario et ce matin ils l'ont exécuté. Annonce numéro 2, le moment choisi pour ce face à face n'était pas accidentel. Il était synchronisé avec 3 développements diplomatiques simultanés que la presse occidentale a presque entièrement échoué à relier. Restez avec moi, parce que c'est ici que le récit change complètement et que l'importance des événements de ce matin devient impossible à écarter comme un simple incident militaire. Dans les 72 heures qui ont précédé le face à face, 3 choses se sont produites. Premièrement, le département du Trésor des États-Unis a publié une nouvelle série de sanctions visant les exportations pétrochimiques iraniennes, spécialement conçues pour fermer les échappatoires qui avaient permis aux cargaisons de pétrole iranien, principalement destinées à la Chine, de continuer à circuler par des juridictions intermédiaires. Selon Bloomberg, le paquet de sanctions a été décrit en interne par des responsables du Trésor comme la mesure d'application la plus complète depuis la campagne de pression maximale. Deuxièmement, le Conseil de politique étrangère de l'Union européenne a convoqué une session d'urgence à Bruxelles au cours de laquelle la France, l'Allemagne et l'Italie ont conjointement présenté une proposition de reprise des négociations nucléaires avec Téhéran. Une proposition contre laquelle Washington, selon Reuters et plusieurs sources diplomatiques européennes, faisait du lobbying privé depuis 6 semaines. Troisièmement, le ministère chinois des Affaires étrangères a publié une déclaration officielle décrivant les nouvelles sanctions américaines comme des mesures coercitives unilatérales qui violent le droit international et déstabilisent la sécurité régionale. 3 développements simultanés, nouvelle pression économique américaine, défection diplomatique européenne par rapport à la position américaine, couverture diplomatique chinoise pour Téhéran. Dans les 36 heures suivant ces 3 événements, l'IRGC exécute un encerclement de porte-avions de 7 heures dans le golfe Persique. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un calcul stratégique. L'establishment militaire et politique iranien est l'un des plus sophistiqués de la région lorsqu'il s'agit de lire l'environnement international et de choisir les moments de levier maximal pour obtenir un effet maximal. Ce que l'opération de ce matin a communiqué simultanément à plusieurs auditoires était ceci. La supériorité militaire américaine dans le Golfe n'est pas ce que les dirigeants politiques américains prétendent. Les alliés européens qui envisagent un nouvel engagement avec Téhéran ont un partenaire capable d'un comportement stratégique complexe. Et la Chine, qui importe environ 90% de son énergie du Golfe par des voies maritimes qui passent par le détroit d'Ormuz ou près de celui-ci, s'est fait rappeler que l'Iran contrôle la géographie dont dépendent ses voies. C'est pas une provocation. C'est une déclaration géopolitique livrée dans le langage que ce moment précis exigeait. L'IRGC n'a pas tiré un seul coup de feu. Il n'en avait pas besoin. Voilà l'annonce numéro 2. Annonce numéro 3, et c'est l'élément que presque aucun analyste occidental ne discute correctement. Ce que ce face à face a révélé sur la vulnérabilité des porte-avions américains a des implications stratégiques qui vont bien au-delà du golfe Persique et bien au-delà de l'Iran. Les porte-avions de classe Nimitz
et de classe Gerald Ford sont l'instrument central de la projection de puissance américaine à l'échelle mondiale. Il y en a 11. Ils coûtent entre 13 milliards et 20 et 1 milliard de dollars. Chacun à construire et à exploiter sur leur durée de service, selon les évaluations du Congressional Budget Office. Ils sont, dans le langage de la culture stratégique américaine, des symboles irremplaçables de la puissance nationale. Leur valeur politique et psychologique, le signal qu'ils envoient lorsqu'ils arrivent dans une région, est sans doute plus grande que leur valeur militaire tactique dans la plupart des scénarios, mais ce signal dépend entièrement de l'impression que le porte-avions est invulnérable. Et ce matin, pendant 7 heures, devant chaque système de renseignement maritime, chaque satellite, chaque ministère régional de la défense et chaque analyste naval dans le monde, une force iranienne coûtant une fraction du prix d'un seul porte-avions a démontré que le porte-avions n'est pas invulnérable. Il peut être encerclé, il peut être piégé, il peut être maintenu sur place par un adversaire plus petit, plus rapide, moins coûteux, qui comprend la géographie, qui a pratiqué la doctrine. Le commandant Daniel Dolan, un officier de la marine américaine qui a beaucoup écrit sur les tactiques de l'IRGCN pour le Naval War College, a décrit la doctrine des embarcations d'attaque rapide comme, et je le cite directement ici, bien conçue pour la guerre de guérilla, les embuscades et les opérations de déni d'accès et d'interdiction de zones dans des eaux confinées. Des eaux confinées. Le golfe Persique est un espace d'eau confiné. Et Dolan a écrit cette évaluation des années avant que les événements de ce matin fournissent la démonstration réelle la plus frappante de ce qu'il décrivait exactement. Maintenant, pensez à ce que chaque ministère de la Défense, à Taipei, à Séoul, à Manille, dans chaque capitale qui s'est appuyée sur la garantie implicite de la puissance aéronavale américaine comme outil de dissuasion, pensez à ce que leurs analystes écrivent ce soir dans leurs évaluations classifiées. Parce que la question qu'ils se posent maintenant ne concerne pas seulement l'Iran, elle consiste à savoir si la doctrine que l'Iran a démontrée ce matin peut être adaptée, reproduite et raffinée par d'autres forces dans d'autres eaux confinées. Le détroit de Taïwan, la mer de Chine méridionale, les eaux autour de la péninsule coréenne, le face-à-face du golfe Persique vient de devenir un point de référence mondial. Voilà l'annonce numéro 3. Maintenant, parlons de ce qui se passe réellement derrière les déclarations officielles, parce que 2 conversations entièrement différentes ont lieu simultanément et les médias dominants couvrent presque exclusivement l'une d'elles. La conversation publique porte sur l'Iran. L'Iran avait-il tort de faire cela? Les États-Unis avaient-ils raison de faire preuve de retenue? Les tensions montent-elles? Y aura-t-il une réponse militaire? Ce sont les questions qui occupent le temps d'antenne. Ce sont les questions conçues pour être répondues à l'intérieur du cadre existant. L'Amérique et l'Iran dans une confrontation bilatérale, avec l'Iran comme agresseur, et l'Amérique comme puissance mesurée et responsable. La deuxième conversation, celle qui se déroule dans les briefings classifiés, dans les câbles des ministères des Affaires étrangères, dans les canaux discrets des capitales européennes et dans les instituts stratégiques chinois, est entièrement différente. Cette conversation porte sur la crédibilité américaine et non sur la puissance américaine. La crédibilité américaine et c'est une conversation que Washington perd progressivement d'une manière que les événements de ce matin rendent maintenant beaucoup plus difficiles à ignorer. La réponse de l'Union européenne au face à face est instructive. La déclaration officielle du porte-parole de la politique étrangère de l'UE a décrit l'incident comme une grave escalade exigeant une résolution diplomatique. Elle n'a pas décrit l'Iran comme l'agresseur, elle n'a pas appelé à des mesures punitives contre Téhéran, elle a appelé à la diplomatie. Dans le contexte de la proposition européenne de négociation nucléaire, à laquelle Washington s'oppose depuis 6 semaines, ce langage n'est pas une ambiguïté diplomatique, c'est un verdict. Les capitales européennes disent à Washington, à travers le choix prudent des mots dans les déclarations officielles, qu'elles n'ont pas l'intention de suivre le leadership américain sur la politique iranienne et qu'une confrontation militaire dans le Golfe n'est pas un scénario qu'elles soutiendront.
Pendant ce temps, comme Reuters l'a rapporté quelques heures après la fin du face-à-face, la couverture des médias d'État chinois a mis l'accent. Et je veux être précis ici, sur les capacités défensives iraniennes. Elle a aussi décrit le face à face comme une preuve de ce qu'elle appelait des préoccupations de sécurité légitimes, pas une provocation, des capacités défensives, des préoccupations légitimes. Beijing fournit à Téhéran une couverture politique en temps réel, et le fait avec le genre de langage délibéré et calibré qui signale non pas un soutien rhétorique, mais un alignement stratégique. Et voici ce qui se rattache directement à votre réalité quotidienne, parce que c'est pas une abstraction. Environ 21% du commerce mondial du pétrole passe par le détroit d'Ormuz. Selon l'Agence internationale de l'énergie, toute perturbation prolongée de ce flux produirait des chocs sur les prix de l'énergie plus graves que la crise gazière européenne de 2022. Pas même un blocus, simplement une menace crédible de perturbation suffisante pour faire grimper les primes d'assurance et rediriger le transport maritime. Si vous payez une facture de gaz, une facture de chauffage, si vous achetez des biens qui ont été transportés dans un véhicule, et c'est le cas parce que tout ce que vous achetez a été transporté dans un véhicule. Alors ce qui s'est produit ce matin dans le Golfe Persique n'est pas une histoire de politique étrangère, c'est une histoire de coût, de la vie, et les réseaux qui la couvrent comme une curiosité militaire vous rendent un très mauvais service. Ce modèle, petite force, géographie supérieure et patience stratégique, permettant de vaincre une puissance plus grande qui connaît moins bien le terrain local, c'est répété dans l'histoire avec une constance qui devrait faire réfléchir tout analyste sérieux. Prenez la guerre du Péloponnèse. Athènes et Sparte, les deux puissances dominantes du monde grec ancien, sont entrées en guerre en 430 et un avant J.C. et ont combattu pendant 27 ans. Athènes avait la marine, Sparte avait l'armée. Les deux camps ont été épuisés, affaiblis et finalement diminués par le conflit. Et qui est apparu comme la puissance dominante du monde grec dans les décennies qui ont suivi? La Macédoine, un royaume qui n'avait presque joué aucun rôle dans la guerre elle-même, Philippe II puis Alexandre, ont reconstruit leur puissance précisément dans la fenêtre créée par la destruction mutuelle d'Athènes et de Sparte. Le parallèle avec le moment actuel n'est pas subtil. Les États-Unis et l'Iran sont enfermés depuis des décennies dans une confrontation qui consomme d'énormes ressources politiques, économiques et militaires. Les groupes aéronavals américains se relaient dans le Golfe. Les régimes de sanctions américains exigent un entretien et une application constants. L'IRGC s'entraîne et se prépare. Les ingénieurs iraniens construisent des sous-marins et des embarcations d'attaque rapide. Et pendant que les deux camps sont absorbés par cette confrontation, un troisième acteur, et vous savez déjà lequel, élargit tranquillement ses relations économiques, son empreinte diplomatique, ses partenariats énergétiques et ses capacités technologiques dans précisément les régions que cette confrontation déstabilise. La guerre du Péloponnèse a produit la Macédoine. La confrontation dans le Golfe Persique produit quelque chose. La question est de savoir si Washington a la lucidité stratégique pour le reconnaître pendant qu'il est encore temps de s'ajuster. Alors, où cela nous laisse-t-il? Permettez-moi de vous donner 3 trajectoires claires, parce que je pense que le faux optimisme et la panique inutile sont également inutiles. Et ce que cet auditoire mérite, c'est une évaluation honnête. Première trajectoire, la désescalade diplomatique. Dans ce scénario, la proposition européenne de négociation nucléaire gagne en momentum précisément parce que le face à face de ce matin a démontré à Washington que la posture militaire seule produit des rendements décroissants. Des communications par canaux discrets, probablement par l'entremise d'Oman, qui a historiquement servi d'intermédiaire discret entre Washington et Téhéran, produisent une entente temporaire. L'IRGCN réduit son tempo opérationnel élevé. Les opérations des porte-avions américains dans le Golfe sont discrètement restructurées pour réduire la provocation sans être publiquement reconnue comme une retraite. Cette trajectoire est possible. Elle exige une volonté politique des deux côtés et peut être plus important encore, elle exige que Washington accepte que
le cadre de pression maximale n'a pas produit les résultats politiques pour lesquels il avait été conçu. La probabilité de cette trajectoire dépend presque entièrement de la capacité du leadership politique américain actuel à procéder à cette réévaluation. Je vous laisse former votre propre opinion sur cette question. Deuxième trajectoire, une escalade contrôlée avec plafond. Dans ce scénario, aucun des deux camps ne veut un conflit militaire complet. Les conséquences économiques à elles seules seraient catastrophiques pour une économie mondiale déjà fragile. Mais aucun des deux camps ne veut être vu comme reculant publiquement. Le résultat est une période prolongée de tensions élevées. Davantage de face à face. Potentiellement quelques échanges de tirs entre de plus petits navires, calibrés pour rester sous le seuil qui déclencherait un conflit plus large. Les mandataires iraniens augmentent leur activité au Yémen et en Irak. Les forces américaines répondent. Les efforts diplomatiques européens et chinois s'intensifient, mais ne parviennent pas à produire une percée. Ce scénario est, selon mon évaluation, la trajectoire la plus probable à court terme. Il est profondément inconfortable, il est coûteux, et il crée exactement les conditions d'attrition mutuelle prolongées dont le parallèle péloponnésien suggère qu'elle profite à un troisième acteur patient. Troisième trajectoire, l'erreur de calcul. Aucun des deux camps n'a l'intention de provoquer une escalade vers un conflit ouvert. Mais des faces à 300 mètres entre des forces opérant sous pression, avec des délais de communication et des règles d'engagement conçues pour une autre époque, créent des conditions dangereuses. Une seule erreur, un signal mal interprété, un commandant nerveux, une défaillance mécanique, et voilà un incident cinétique qu'aucun gouvernement n'avait planifié et qu'aucun gouvernement ne peut facilement faire reculer. L'histoire est pleine de guerres qui ont commencé ainsi. Le golfe du Tonkin, le naufrage du Maine, des incidents qui étaient au moment où ils se sont produits, ambigus, disputés et contestés, mais qui ont ensuite été utilisés pour justifier des réponses escalatoires qui ont transformé tout le paysage stratégique. Je ne crois pas que cette trajectoire soit la plus probable. Je crois qu'elle est plus probable que ne l'admettra toute déclaration officielle de Washington ou de Téhéran. Je pense que nous nous trouvons actuellement entre la première et la deuxième trajectoire. En direction de la deuxième, la machinerie diplomatique existe, l'initiative européenne existe, l'incitation chinoise à empêcher un conflit qui perturberait son approvisionnement énergétique existe. Mais les conditions politiques nécessaires pour activer cette machinerie, principalement une volonté de Washington de reconnaître publiquement les limites de sa stratégie dans le Golfe, ne sont pas encore présentes. Surveillez les 72 prochaines heures de déclaration officielle américaine. Regardez si le langage parle d'agression iranienne ou de résolution diplomatique. Ce choix de mots vous dira, avec beaucoup plus d'honnêteté que n'importe quel briefing classifié, sur quelle trajectoire nous nous trouvons. Voici les questions à retenir de cette analyse. Premièrement, si un encerclement de 7 heures d'un porte-avions américain ne déclenche pas de réponse militaire américaine, quel signal cela envoie-t-il à toutes les autres forces dans le monde qui ont développé des doctrines similaires? Deuxièmement, que signifie la divergence diplomatique européenne avec Washington sur la politique iranienne pour la cohérence à long terme de l'Alliance Atlantique? Troisièmement, à quel moment le coût financier, le coût en crédibilité et le coût en occasion stratégique du maintien de la posture actuelle dans le Golfe devient-il insoutenable pour les décideurs américains? Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.